Coup d'envoi du dépouillement au Mali. Les premiers résultats de cette présidentielle seront connus d'ici 48 heures. Malgré la mobilisation de plus de 30 000 hommes, de nombreux incidents ont émaillé le vote dans le nord et le centre du pays. La libération de Ahed Tamimi, la jeune palestinienne de 17 ans, a passé 8 mois dans les prisons d'Israël. Notre résistance continuera, a-t-elle lancé aux nombreux journalistes présents pour une conférence de presse. Et puis le Tour de France, la victoire revient sans surprise à Geraint Thomas, fort d'une avance d'un peu moins de 2 minutes sur le néerlandais Tom Dumoulin. Chris Froome complète le podium, on ira retrouver Elliot Samuel sur les Champs-Élysées. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. La présidentielle au Mali, d'abord. Les bureaux de vote ont fermé, les urnes scellées. Le comptage des voix peut donc débuter. Les résultats officiels provisoires seront publiés d'ici le 3 août. Des chiffres qui doivent ensuite être validés par la Cour constitutionnelle. On retrouve en direct depuis Bamako notre correspondante sur place, Christelle Pire. Bonjour Christelle, bonsoir même, puisqu'il est déjà le soir chez vous. Vous avez suivi ce scrutin pour France 24. Comment va donc maintenant se dérouler tout le processus, le dépouillement, l'acheminement des urnes et puis la publication des premiers résultats? Alors le dépouillement se fait en présence de responsables de l'opposition et de la majorité. Le président du bureau de vote va ensuite dresser un procès-verbal, un PV, qu'il va envoyer à une commission locale de centralisation des résultats qui va ensuite envoyer tous les procès-verbaux à la commission nationale de centralisation des résultats qui, elle, se trouve à Bamako. Alors pour éviter toute fraude, des observateurs internationaux et nationaux vont assister à toutes ces commissions. Le procédé va prendre plusieurs jours parce que notamment il faut ramener les PV depuis le centre et le nord du pays par avion jusqu'à Bamako, ce qui prend un peu de temps. Ensuite, le ministère de l'administration territoriale va publier des résultats provisoires. Il a jusqu'à vendredi pour le faire. Les candidats ont ensuite 48 heures pour faire des recours et ce sera ensuite à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Voilà donc pour la procédure. En ce qui concerne la journée de vote en elle-même, Christelle, certains incidents ont émaillé cette journée de scrutin dans le centre et dans le nord du pays notamment, en dépit du déploiement de quelques 30 000 hommes pour sécuriser justement ce vote. Oui, dans le centre, notamment dans le cercle de Douenza et de Nyono, il y a eu des mairies brûlées, des bureaux de vote saccagés, du matériel électoral volé ou détruit. Des agents électoraux ont même été agressés, certains séquestrés. Dans le nord, également dans la région de Tombouctou, des urnes ont été volées. Et puis dans la région de Kidal, à Aguelok, une dizaine d'obus a été tirés sur la ville qui abrite un camp de la mission de l'ONU au Mali. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais un obus est tombé tout près d'un bureau de vote. Alors pour l'instant on ne sait pas qui se cache derrière ces violences, mais on soupçonne fortement les groupes djihadistes et notamment la coalition qui est affiliée à Al-Qaïda car elle s'était déjà prononcée contre ce processus électoral. Christelle Pire en direct depuis Bamako. Merci beaucoup Christelle pour toutes ces précisions. Lui a déjà revendiqué sa victoire. Après plus de 3 décennies de règne sans partage, le Premier ministre cambodgien est bien déterminé à se maintenir au pouvoir. Il a d'ailleurs prévenu qu'il ne tolérerait aucune contestation des résultats, des chiffres qui devraient être officialisés le 15 août prochain. Selon la commission électorale, une autorité contrôlée par le régime, le taux de participation avoisinerait les 82%. La principale force d'opposition du pays, qui avait été dissoute en 2017, avait appelé au boycott de ces législatives. Le village palestinien de Nabi Salah a célébré ce dimanche le retour de Ahed Tamimi et sa mère, toutes deux emprisonnées dans des geôles israéliennes. La jeune fille âgée de 16 ans à l'époque des faits avait été condamnée par un tribunal militaire pour avoir giflé 2 soldats israéliens. Ethan Hadji. Les épaules recouvertes d'un kéfier, symbole de la résistance palestinienne, Ahed Tamimi s'offre un bain de foule à Ramallah, entouré de ses soutiens. La jeune fille de 17 ans et sa mère également libérées se rendent sur la tombe de l'ancien dirigeant Yasser Arafat avant de s'entretenir avec son successeur Mahmoud Abbas. Le président palestinien a salué le combat mené par Ahed Tamimi. Un peu plus tôt, la jeune fille donnait une conférence au ton très déterminé. J'ai laissé derrière moi 29 femmes prisonnières, dont 3 enfants. Notre résistance continuera.
en particulier pour l'égalité et les droits sociaux. Je vais être particulièrement active pour que des sanctions soient prises contre le gouvernement israélien, qui doit être isolé pour ses crimes de guerre. Emprisonné pendant 8 mois pour avoir giflé 2 soldats, Ahed Tamimi est devenu une icône de la résistance contre l'occupation israélienne. Dans des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, la jeune fille au visage juvénile s'en prend régulièrement aux soldats israéliens pour qu'ils quittent les territoires occupés. Pour les Palestiniens, Ahed Tamimi est un modèle de courage. Les autorités israéliennes ne voient pas les choses du même œil. Notre État est trop clément avec ces terroristes et tous les autres. Israël devrait traiter plus durement ceux qui frappent des soldats. Pour les défenseurs des droits de l'homme, l'affaire Tamimi a mis en lumière les pratiques des tribunaux militaires israéliens. Selon eux, les condamnés y sont très majoritairement palestiniens. Et puis cette opération au large de la bande de Gaza, l'un des 2 navires de la flottille pour la liberté a tenté d'outrepasser le blocus imposé depuis 10 ans sur cette enclave palestinienne. Une vingtaine de militants ont pris place à bord d'un des bateaux baptisé Al-Aouda, retour en arabe. Le navire a été arraisonné par la marine israélienne. Pierre Stamboul, bonsoir. Vous êtes le co-président de l'Union juive française pour la paix. Vous êtes notamment l'un des organisateurs de cette opération. Pierre Stamboul, il me semble que votre épouse fait également partie des militants qui ont pris place à bord de l'un de ces bateaux. Dans quelles conditions la marine israélienne a-t-elle arraisonné le navire ? Ça, on n'en sait rien. Sur le bateau Al-Aouda, il y a 22 personnes, 8 membres d'équipage et 14 passagers, parmi lesquels ma compagne Sarah Katz, qui est fille de résistants juifs communistes de Roumanie. Il y a 2 Israéliens, il y a Jonathan Shapira, entre autres, qui était un des pilotes opposants dès le début à la dérive guerrière d'Israël. Et la flottille s'est réunie à Palerme, en Sicile, où elle a été magnifiquement accueillie par le maire de Palerme. Et elle est partie le 21 octobre. Et les raisons sont très simples. Moi-même, j'ai été à Gaza. Gaza est soumis à un blocus illégal, à un blocus inhumain. On enferme 2 millions de personnes. C'est un camp de concentration à ciel fermé. Les gens qui ont moins de 25 ans, c'est 65% de la population, ne sont jamais sortis d'un territoire qui fait 10 km sur 40. Et c'est un crime contre l'humanité d'enfermer 2 millions de personnes. Moi, en tant que juif, je n'ai jamais supporté ça. Et je comprends très bien que les Gazaouis ne le supportent pas. Donc la flottille a embarqué avec des gens de 16 nationalités. Les principaux organisateurs étaient venus des pays scandinaves et du Canada. Et je ne sais évidemment pas comment elle a été interceptée. Le dernier texto que j'ai eu de ma compagne, c'était à 13h10. Je sais par son avocate qu'elle est au centre d'immigration où on va l'accuser d'être entrée illégalement en Israël, ce qui est quand même fort de café quand on sait que la flottille a été arrêtée en eau internationale en violation complète du droit. Vous avez tenté, alors vous avez reçu un dernier SMS d'elle donc en début de journée. Est-ce que vous avez tenté de la contacter ? Est-ce que votre avocate peut-être a tenté d'établir un lien, que ce soit avec elle ou avec d'autres militants qui se trouvaient à bord de ce navire ? Il n'y a aucun lien depuis l'arraisonnement. Il y en aura probablement demain matin. Mais pour l'instant, il n'y a aucun lien. Ils sont enfermés. On a des doutes sur l'endroit où ils sont, probablement au centre de l'immigration, mais on n'a aucun lien, bien entendu. On va revenir sur le sens même de cette opération. Pierre Stamboul, qu'est-ce que vous avez voulu faire de plus que ce qui a été fait par le passé par d'autres flottilles ? Est-ce que de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire a été acheminée ? Oui, exactement. Il y a pour 13 000 euros de médicaments. Il y a une situation absolument catastrophique à Gaza. Toutes les associations, toutes les ONG en ont témoigné. Il y a eu non seulement 155 morts, des femmes, des enfants, mais il y a eu surtout 15 000 blessés, des balles explosives à Gaza où on ampute les gens parce qu'on n'a pas les moyens de les soigner. Moi, en tant que juif, c'est quelque chose qui me révulse absolument. Comment on peut faire des choses pareilles ? Donc effectivement, il y avait des médicaments. De toute façon, chaque fois qu'Israël a intercepté des bateaux, par exemple les bateaux de pêcheurs de Gaza, qu'on empêche de pêcher à plus de 3000 de leur côte, jamais on n'a trouvé le moindre objet à bord. Il s'agit d'un blocus totalement inhumain et la communauté internationale, c'est une véritable honte qu'elle laisse faire ça. Les autorités françaises en particulier sont étrangement silencieuses alors que chaque fois qu'il y a un otage français à l'étranger, elle se remue. Là, rien du tout. C'est un comportement que je juge totalement indécent.
Merci beaucoup Pierre Stamboul pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le coprésident de l'Union juive française pour la paix. Vous êtes notamment l'un des organisateurs de cette flottille pour la liberté. L'actualité, c'est aussi la Californie, toujours confrontée aux flammes. Une quinzaine de feux ravagent cet État de l'Est américain. La ville de Redding est particulièrement meurtrie. Selon les derniers bilans officiels communiqués par les autorités, 6 personnes ont péri dans ces incendies. 17 manquent toujours à l'appel. Lucille Wasserman. De ces quartiers de Redding en Californie, il ne reste que des cendres. Quelques heures plus tôt, des incendies ravageaient encore ces parties de la ville. Les feux, qui sévissaient depuis lundi, ont brûlé ici près de 32 000 hectares, détruit 500 bâtiments et causé la mort de 2 pompiers. Les habitants n'ont pas eu d'autre choix que de fuir la ville. On ne nous a pas dit que nous étions en danger. C'était comme dans les films catastrophes. Pendant une minute, tout va bien, et la minute d'après, tout le monde panique. Depuis une semaine, les flammes progressent en Californie. Après avoir causé la mort de plusieurs personnes et forcé l'évacuation de milliers d'autres, ces incendies se dirigent désormais vers l'est et le nord de l'État. Les 10 000 pompiers mobilisés peinent encore à les maîtriser. Le feu part dans toutes les directions en même temps. Et même si nous avons de multiples ressources, la façon dont il s'étend, son intensité, c'est comme s'il se propageait avec un vent de 100 km/h. Alors qu'il n'y en a pas. Nous, on essaie de faire en sorte que le feu reste dans sa trajectoire. Selon les autorités, 36 incendies majeurs sévissent actuellement aux États-Unis, dont 14 en Californie. Au total, près de 64 000 hectares sont déjà partis en fumée. Certains feux pourraient être d'origine criminelle. Un homme de 32 ans a été inculpé. Il est soupçonné d'avoir provoqué le départ de 9 d'entre eux à l'est de Los Angeles. Une actualité un peu plus légère maintenant, des nouvelles de la Grande Boucle. Les cyclistes se sont élancés de Houille en banlieue parisienne ce dimanche pour achever leur course comme le veut la tradition sur les Champs-Élysées. Sans surprise, c'est Geraint Thomas qui remporte ce Tour de France 2018 avec une avance d'un peu moins de 2 minutes sur le néerlandais Tom Dumoulin. Elliot Samuel, bonsoir, vous êtes sur les Champs-Élysées, vous avez eu la chance de profiter de l'arrivée de ces coureurs. Elliot, c'est la consécration pour le Gallois Geraint Thomas, il n'a que 32 ans, on le rappelle. Eh oui, ce n'était pas le vainqueur attendu en ce début de Tour de France, mais Geraint Thomas aura su se montrer le plus fort et aura su surprendre tous les favoris, à commencer bien sûr par Christopher Froome qui ne termine qu'à la 3e place cette année du Tour de France. Geraint Thomas qui s'était montré le plus costaud, notamment dans les Alpes, 2 victoires d'étape au compteur pour lui, on s'en souvient. C'est là qu'il avait remporté, qu'il avait pris ce maillot jaune de leader, un maillot jaune qu'il n'a plus jamais lâché. Il s'était montré ensuite très solide dans les Pyrénées pour terminer donc leader du classement général aujourd'hui. Geraint Thomas, lui, le double champion olympique de cyclisme sur piste qui remporte la plus grande course cycliste sur route aujourd'hui, cette grande boucle. Beaucoup de Gallois étaient venus aujourd'hui l'acclamer sur ces Champs-Élysées, des Gallois qui étaient venus de Cardiff. On les a vus, on a entendu beaucoup de fierté de leur part, car Geraint Thomas, aujourd'hui, il devient tout simplement le premier Gallois à remporter le Tour de France. Et puis le vainqueur de l'étape du jour aussi, Elliot, parce qu'il faut le mentionner, c'est Alexander Kristoff. Et oui, c'est sa première victoire d'étape sur les Champs-Élysées pour le Norvégien Alexander Kristoff, qui est parti à 250 mètres de la ligne d'arrivée pour lever les bras en premier. Toute première victoire pour lui. Peter Sagan devra attendre. C'est une petite déception pour le Slovaque Peter Sagan qui espérait remporter enfin sa première victoire d'étape sur les Champs-Élysées. Peter Sagan qui pourra se consoler avec son maillot vert de meilleur sprinter, un maillot vert qu'il remporte pour la 6e fois de sa carrière aujourd'hui. Très rapidement, Elliot, vous aviez un favori parmi les coureurs ? On attendait beaucoup de Christopher Froome, évidemment, et de Tom Dumoulin. Ils sont sur le podium, mais Christopher Froome, il subit certainement le Giro. Pour la première fois, il a enchaîné Giro d'Italie au mois de mai, puis Tour de France cette année. Et on l'a vu dans la 3e semaine de ce Tour de France, ça devenait beaucoup trop dur pour lui. Un favori qui s'en sort quand même avec cette 3e place sur le podium. Merci beaucoup, Elliot Samuel, en direct depuis les Champs-Élysées. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.